This is a one-off episode in French. Don't worry, Back in America will revert to English in the following episode. Bonjour et merci d'écouter ce podcast. Cette interview est la version éditée d'une interview en direct diffusée sur Twitter, Facebook et YouTube le 1er octobre. Vous trouverez le lien de l'interview vidéo sur les notes de cet épisode. If you're tired of arguing with strangers on the internet, try talking with one of them in real life. Welcome to Back in America, the podcast. Je suis Stanislas Berthelot et vous êtes sur Back in America. Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, Back in America est en français. Et contrairement aux épisodes précédents, nous n'avons pas traité de la culture, des valeurs et de l'identité des États-Unis. Mon invité va me rejoindre dans quelques instants. Si je lui ai demandé de partager son expérience, c'est qu'à l'image de beaucoup de mes invités interviewés depuis le début de la pandémie, cette période a été pour lui l'occasion de réfléchir sur sa vie. Eric Marsh nous disait que les Américains ont profité du confinement pour réaliser l'ampleur du racisme systémique aux États-Unis. Glenda Wren, de son côté, a redécouvert ses enfants et l'intérêt de dîner en chambre chaque soir. D'autres ont été confrontés à la dépression ou aux violences domestiques. Positivement ou non, le Covid n'épargne personne. À New York, depuis mars, plus de 246 000 personnes ont quitté la ville, ce qui représente une augmentation de presque 100% par rapport à la même période en 2019. En France, d'après le magazine Capital, un cadre parisien sur deux envisage de quitter la région parisienne. Pour mon invité, la Covid-19 a été le déclencheur d'un changement de vie radical. En février, il vivait avec son épouse, chinoise, et son fils de 4 ans à Shanghai. Cadre dans l'industrie automobile, il est également DJ et producteur de musique électronique pendant son temps libre. Il est booké 1 an en avance pour jouer dans les plus grands clubs de Shanghai. 4 mois plus tard, et après de nombreuses nuits blanches, c'est au Croisic, petit port de 4000 habitants en Loire-Atlantique, qu'il vit avec sa femme et son fils. Thierry Sauvage, bonjour et bienvenue sur Back in America. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, bonjour, je me présente Thierry, d'origine française, enfin français, et plus connu sous mon nom d'artiste Titi. Donc nous allons remonter le temps, Thierry, et nous sommes en octobre 2019. À quoi ressemble ta vie à ce moment-là ? Où habites-tu ? Que fait ton épouse ? Et où est-ce que ton fils va à l'école ? Alors, octobre 2019, je vis à Shanghai. Je travaille pour une grosse boîte, une grosse société chinoise, un fournisseur qui fait faisait des pièces automobiles enfin, pour l'intérieur, travaillant pour tous les constructeurs au monde. Donc, ma partie, moi, c'était de gérer tous les projets internationaux. Donc, j'avais en client, j'avais Jaguar, bien sûr, j'avais Lotus, VinFast, le nouveau constructeur vietnamien. Voilà, pour à peu près les majeurs. En même temps, j'étais DJ de la scène shanghaïaise et chinoise. En octobre, dans ces eaux-là, juste quelques mois avant, j'avais monté mon propre label avec un ami. Un label de musique qui s'appelle Tachi Records. On est pratiquement le premier label en Chine qui s'est exporté mondialement. Donc, voilà. Et autrement, mon fils allait à l'école française de Shanghai, voilà, en petite section. Et ma femme, à l'époque, commençait à chercher un boulot puisque Noah allait à l'école. D'accord. Elle fait quoi, ta femme ? À l'époque, elle était, avant de s'arrêter pour notre enfant, elle travaillait dans un bureau d'architecture. D'accord, ok. À quoi ressemblent tes journées type à l'époque ? Tu te lèves à quelle heure ? Tu travailles où ? Tu voyages beaucoup ? Alors, mes journées type, je suis déjà un super lève-tôt, donc vers 5 heures du matin, je me lève, je
commence déjà par aller courir ou faire du sport. Et, ça, c'est toujours mon quotidien du matin. Faire une séance de décrachage au moins pendant 1 heure, soit courir ou soit faire des exercices. Après, généralement, comme à l'époque, la semaine, je devais vivre à l'hôtel puisque la société pour qui je travaillais n'était pas sur Shanghai, elle était sur Hangzhou, donc c'est à 2 heures de route de Shanghai. Mhm. Euh, donc les transports, c'était pas pratique non plus. Donc la semaine, j'étais à l'hôtel. Donc le matin, après ma séance de sport, je me concentrais à peu près pendant 2 heures sur mon label ou sur des productions. Et puis après, vers 9 heures, j'attaquais mon travail tranquillement. Tu as scolarisé ton fils dans un lycée français. Quel genre de cercle tu fréquentes à Shanghai à cette époque-là? Je fréquentais surtout les milieux de la nuit, les gens du milieu de la nuit, beaucoup de DJ bien sûr. Donc ils sont chinois, ils sont étrangers, ils sont... À 2 tiers étrangers, 1 tiers chinois. Et la communauté française? Oui, bien sûr, il y en a. Quand je suis arrivé en Chine en 2011, il y avait, si je dis pas de bêtises, 200 000 Français, un truc comme ça, qui vivaient en D'accord. Chine. À Shanghai, pas en Chine. Ouais. Waouh, c'est énorme. Et donc t'en fréquentes énormément ou comment ça se passe? Non, pas tant que ça, puisque j'ai un peu quitté la France parce que j'étais un peu fâché avec les Français, donc je n'étais j'étais pas vraiment à la recherche de trouver dans le français. Donc j'étais plus à la recherche de rencontrer des gens cool, euh, peu importe leur nationalité, on va dire, et puis voilà, quoi, échanger des cultures. Voilà, je cherchais des gens qui étaient assez ouverts d'esprit. D'accord. Donc là, on est en octobre 2019. Ça fait déjà presque 9 ans que tu es en Chine, hein. Oui, c'est ça, ouais. Et t'aimes ta vie? Ouais, j'aimais ma vie. Après, bien sûr, après plus de 7 ans en Chine, on commence à se poser des questions. Parce que c'est pas tous les jours facile, hein. Après, dans n'importe quel pays, c'est facile, mais on commence à se poser des questions. Et surtout, je commençais à me poser des questions concernant mon travail. J'ai fait depuis je suis tout jeune. Et commençais à avoir un peu de lassitude. Un peu de lassitude. Il n'y avait plus vraiment de challenge. Ouais, ouais. Alors justement, donc en décembre, on commence à entendre parler du Covid. Quand est-ce que tu réalises que ça risque de devenir un problème? Honnêtement, au départ, j'ai pas vraiment cru que ça allait être un problème. Je me suis rendu compte que c'était un problème quand je suis arrivé en France. Parce qu'en Chine, on peut dire, ils ont peut-être tous les défauts du monde, mais j'ai trouvé quand même qu'ils avaient géré la situation de façon formidable. Ok, donc comment ça s'appelle, la reconnaissance faciale, ça a du bien, ça a du bon et du mauvais. On dirait même plus du mauvais, mais là, j'avoue, pour ce genre de situation, ça a été assez bon puisque quand il y a eu vraiment la pandémie, ça a commencé au Nouvel An chinois. Tous les Chinois quittent, on va dire, leur lieu où ils travaillent pour rejoindre leur famille. Mhm. Donc, ils ont pu tracer leur trajet et puis les isoler rapidement pour que ça ne dégénère pas trop. Et les chiffres, si je me rappelle, hein, ça a tourné maxi à 90 000 cas en Chine parce ils ont vraiment contrôlé la situation. Ils ont pu parquer, parquer après le mot est un peu fort, puisqu'ils parquaient les gens quand même dans des restaurants, dans des hôtels 5 étoiles. Mais tous ceux qui étaient de Wuhan et qui avaient là, potentiellement qui pouvaient infecter la population, ils les parquaient dans des hôtels de 5 étoiles. Donc rapidement, ils ont localisé les gens et ils ont fait aussi un très bon lockdown. Euh, et donc pour répondre à ta question, j'ai réalisé du sujet, vraiment du sujet sérieusement, quand je me suis retrouvé un peu, on va dire, coincé en France. Alors justement, là, on est en février. Un copain, tu rentres en France pour un voyage d'affaires et un ami t'héberge à Paris, c'est ça? Tout à fait. Donc le 31 janvier, je prends un avion pour aller à Paris. Moi, mes clients, c'était Jaguar et Lotus, donc j'avais des réunions importantes en Angleterre. Donc quand je suis arrivé en France, mes réunions ont été annulées. Ils m'ont demandé de faire une quarantaine. Donc je suis resté 15 jours en France chez mon ami en attendant que la quarantaine se passe, parce que les réunions, elles étaient vraiment importantes, hein.
Après, j'aurais pu rentrer et puis dire tant pis pour les réunions. Je pense que si j'avais pris cette décision-là, aujourd'hui, on ne serait pas en train de discuter. Et donc, j'ai dit avec mon supérieur, on a décidé que je faisais la quarantaine pour justement assister à ces 2 réunions importantes avec mes 2 clients. Donc voilà, et au fur et à mesure, la pandémie est arrivée en Europe. Air France a commencé à annuler ses vols, et donc ils m'ont annulé mes vols de retour pratiquement, puisque chaque fois que j'étais finissé un vol de retour avec eux, ils me les annulaient. Jusqu'au moment où je suis arrivé à une phase critique où c'est que j'avais mon visa qui expirait. Et quand il a commencé à vraiment voir la pandémie arriver sérieusement en Europe, donc là, la Chine a fermé ses portes, donc j'ai pas pu renouveler mon visa. Malgré que je sois marié, malgré que ma société soit chinoise et tout, c'était impossible de renouveler ce visa. Donc, je me suis vraiment trouvé coincé en France, chez mon ami, puisque mon ami me hébergeait. Et donc voilà. Ouais, et là, on va faire une pause avant de continuer le reste de ton aventure. Donc, Thierry, t'es arrivé en France, t'es bloqué, c'est le confinement, t'es chez ton copain à Paris. On sait ce qui va se passer parce qu'on connaît la suite de l'aventure. Tu vas rester en France, tu vas faire venir à ta famille. Mais remontons un petit peu en passé. J'aimerais que là, tu fermes les yeux. Tu as 10 ans. Où est-ce que tu vis? Quelles sont les images qui te viennent à l'esprit lorsque tu fermes les yeux et que tu te vois enfant de 10 ans? Enfant de 10 ans, mes plus gros rêves, c'était de visiter le monde. Ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire grâce à mon travail. Voilà, grâce à mon travail, j'ai pu visiter le monde. J'ai travaillé dans beaucoup de pays. J'ai commencé bien sûr en France, l'Autriche, la Russie, la Tchécoslovaquie, un peu en Allemagne, le Japon, la Chine. Et par mon travail, j'ai pu aussi visiter des pays comme le Vietnam. J'avais un client qui était une phase qui était un client vietnamien. Donc grâce à mon travail, j'ai pu déjà amorcer une bonne visite. Et puis, je compte continuer aussi par moi-même. C'était des visites, des voyages d'affaires ou c'était où tu vivais là-bas? Les pays que j'ai énoncés, ouais, j'ai vécu là-bas. Donc, j'ai pu voir. Après, c'était des petites. Selon les pays, c'était selon les missions, c'était soit des courtes ou des longues missions. On va dire la plus longue, c'était la Chine, où j'ai fait 9 ans. J'ai fait pratiquement 1 an au Japon. Donc voilà, puis après, c'était des petites missions de 3 mois. Et si j'avais fait pratiquement 2 ans en Autriche. Ouais. Donc, vivre à l'étranger, visiter le monde, un rêve d'enfant. Que faisaient tes parents quand tu avais 10 ans? Où est-ce que vous habitiez? Quand j'avais 10 ans, mes parents avaient une station-service à Angers, avenue Patton. Ils avaient une station-service, donc et donc il y avait aussi un petit qui faisait garage aussi en même temps. D'accord. T'es pas fils de militaire qui aurait bourlingué à travers le monde ou d'autres. Non. C'est Non, vraiment. du tout. C'était ton rêve à toi. Non, du tout. Ouais, c'était mon rêve à moi. J'avais envie de découvrir et découvrir autre chose. Et dans mon travail, ça m'a permis de grandir dans pas mal de Hmm. sujets, sur le comportement déjà. C'est vrai qu'en France, j'avais un comportement, on va dire un peu caractériel, et au fur et à mesure, comprendre, essayer de comprendre d'avoir différentes situations et tout, ça nous permet de prendre du recul et de voir les choses différemment, donc de grandir. Donc ça m'a permis de grandir. Revenons en février. Comment est-ce que tu réagis quand tu réalises que tu vas pas pouvoir rentrer en Chine, que tu es séparé de ta femme et de ton fils? Qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup de frustration déjà. J'étais frustré parce que j'avais ma femme qui faisait et mon fils qui vivait le lockdown à Shanghai. Ils sont restés pratiquement enfermés plus de 3 mois, pratiquement 3 mois dans l'appart. J'avais de la frustration parce que mon fils, de temps en temps, il est pas facile, il est assez naughty, donc il faut avoir
de l'énergie pour pouvoir se porter 24 heures sur 24, donc enfermé en plus avec lui. Donc j'avais beaucoup de peine pour ma femme qui j'étais pas là pour la supporter. Donc ça c'était triste aussi. J'avais aussi beaucoup de tristesse parce que bon, le problème, hein, c'est même pour un enfant, on a beau se voir en webcam et tout ça, à un moment, un enfant de 4 ans, il comprend pas et il se lasse. Il se lasse de venir à Hmm. la caméra tous les soirs, ce que je peux comprendre, hein. Donc voilà, donc j'avais un peu le sentiment de perdre aussi mon fils, quand même. J'aimerais comprendre comment ça se passe au moment où tu te dis: «Finalement, je rentre pas en Chine, c'est ma femme qui va venir ici. Je décide de rester en France». Est-ce que tu crois que le Covid, ça a été un déclencheur, de quelque chose qui ou plutôt, ça a été la goutte qui faisait déborder le vase parce que le c'était déjà amorcé tout ça? Ouais, je pense que bien sûr que le Covid a été un déclencheur parce que sans le Covid, ben, je pense que je serais resté à Shanghai. J'avais toujours dit à mes amis et à mes parents, un retour en France, ça sera même pas en rêve. Donc, comme quoi, il faut jamais dire jamais. Donc, à un moment, j'ai commencé à poser un peu tout sur la table en disant, OK, comment je peux revoir ma famille, Mmh. sachant que moi, d'aller en Chine, c'était pas possible, je pouvais pas avoir le visa. Et même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore des amis qui sont coincés et qui n'arrivent pas à aller en Chine. Et je me suis dit, la seule façon de pouvoir revoir ma famille le plus rapidement, c'est de les faire venir ou trouver un autre pays où on va aller se retrouver tous ensemble. Donc voilà, donc ça c'était déjà, ça voulait dire s'exiler de la Chine. Après, le lieu, ça c'était à définir. Mais l'idée, c'était, si on veut se revoir rapidement, c'était s'exiler de la Chine, c'était le seul moyen. Donc voilà, après, pourquoi la France? Tout s'est passé quand il y a eu le déclencheur, c'est quand il y a eu le premier discours de notre président de la République, où il a annoncé le lockdown total en France. Donc ce soir-là, j'étais à Paris, j'étais chez mon pote, et qui m'a dit, qui m'a suggéré fortement, il m'a fait, bah, va au Croisic, j'ai un appartement là-bas, et comme ça, tu seras mieux là-bas que tous les deux ici dans 40 mètres carrés. Donc voilà, et donc je suis parti au Croisic. Tu connaissais pas le Croisic, je crois, hein? Non, du tout, du tout. Je crois que j'ai dû y aller une fois quand j'étais jeune, et encore, je m'en souviens pas. Donc, Donc tu prends le train à Montparnasse, terminus Le Croisic, au bout de la presqu'île guérantaise, après Nantes. je prends le train à Montparnasse, donc bien sûr, comme une fois, j'avais pris les billets. J'avais pris les billets et qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Oui, ils m'ont annulé mes billets. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai fait un peu à la sauvage. Donc, je suis promis dans le premier train et j'ai dit, bah, tant pis, si je me fais contrôler, je me fais contrôler. Mais c'était la seule façon de pouvoir quitter Paris et d'aller au Croisic. Donc, Et t'as pas été contrôlé. bah, le problème, c'est que tout le monde a fait ça, quoi, puisque comme ils ont annulé tous les trains, en plus, non, le pire, c'est qu'ils n'ont même pas annulé les trains, mais puisqu'après, j'ai su que mon train, le train que j'avais sélectionné a marché, et leur communication était tellement nulle qu'ils avaient. Donc tout le monde s'est jeté sur le premier train en ayant peur de ne pas avoir de moyens de transport pour aller rejoindre leur maison, quoi. Hmm. Donc la communication a été très mauvaise et tout le monde s'est retrouvé dans des trains entassés. Et là, tu as décidé de rester en France déjà à ce moment-là? Du tout. Enfin, je commençais à. J'y pensais, mais je me disais qu'est-ce que je vais faire en France, parce que j'avais pas vraiment envie de. J'avais pas envie de quitter la Chine pour reprendre mon métier, mon métier. Donc, parce que je pense que j'aurais moins trouvé d'intérêt à revenir en Faire France. le métier que tu faisais en Chine, en France, non. Voilà, Ouais. non, parce que j'avais quand même l'avantage, c'est que j'avais quand même une bonne place où j'étais. Donc j'étais assez autonome et assez libre. Je devais Hmm. reporter directement au numéro 2, donc j'étais vraiment libre de mes choix, de mes actions. Seul le résultat les importait, quoi. Mhm. Et donc là, tu arrives au Croisic, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu remarques en arrivant au Croisic? Et qu'est-ce que tu te dis en sortant de Shanghai? C'est un choc, non? Ah oui, bah, c'est un choc. Bah, déjà, ce que je vois, c'est
comme l'appartement il est sur le pied du port, je vois tous les matins un beau lever de soleil. En plus, pendant le lockdown, il a fait super beau, donc j'avais le droit à un lever de soleil magnifique chaque matin. Il n'y avait pas de tour. Ça change aussi de Shanghai. La seule grosse différence, c'est qu'il y avait plus de monde au Croisic pendant le lockdown qu'à Shanghai pendant le lockdown. Ah, Voilà, c'est plutôt pas mal ça. c'était pas mal. Je me disais, bon, bah, c'est pas si mort que ça, parce qu'on m'avait dit, tu vas voir, le Croisic en lockdown, ça risque de faire peur. Bon. Hmm. Donc il y avait quand même un peu de vie au Croisic. Il y avait la boulangerie qui était ouverte. Enfin voilà, il y avait quelques magasins où on pouvait faire ses courses. Et là, l'appartement est au-dessus d'un restaurant qui appartient au copain qui t'avait hébergé à Paris, c'est ça, et qui te prête cet appartement, justement. Ah, absolument. Donc puis il m'avait dit, bah, si tu as 2 minutes, comme il savait que j'étais un peu bricoleur, il me fait, il y a un peu d'électricité, un peu de plomberie et tout. Donc voilà, donc bah, j'ai commencé à rentrer dans les lieux et commencer à faire quelques bricoles. Et puis voilà, apprendre, on va dire, petit à petit le sujet en main. Le sujet, c'est quoi? C'est carrément reprendre le restaurant. Ouais, bah, penser à reprendre le restaurant et donc j'ai commencé à réfléchir, en parler avec mon ami, parler avec ma femme aussi, et puis au fur et à mesure, tout est s'emboîter et on va dire on s'est dit c'est la solution, quoi. Ah, attends, quand même, faut replacer les choses, hein. Tu connaissais pas le Croisic, tu décides de venir vivre ici, tu ne connais rien à la restauration. C'est quand même culotté de te dire, bah, si, pas de problème, je reprends ce restaurant au Croisic. Bah, c'est restauration, oui, c'est vrai, je connais rien, mais après, bon, ça reste du management. Au lieu de faire des pièces de voiture, on fait les plats. Après, il y a de la gestion de personnel, il y a de la gestion de budget, du marketing. C'est ce que j'ai fait pendant des années, de la gestion de projet, quoi. Donc, j'ai pris ça comme si c'était un projet. Et comment ça se passe? Comment est-ce que tu es accueilli dans cette petite ville? Bah, plutôt bien, plutôt bien. J'ai déjà sympathisé avec quelques concurrents. Donc voilà, au fur et à mesure, je m'intègre à cette ville, quoi. Alors, encore une fois, bon, t'as beau dire que ça reste du management et de la gestion de projet, je trouve que c'est quand même assez gonflé de faire ça. Et c'est d'autant plus gonflé de le faire en plein Covid. Et là, on reparle de faire de fermer les restaurants. C'est le cas dans le sud de la France. Ça te fait pas peur, tout ça? C'était aussi une de mes craintes. Mais dans les deux cas, j'allais perdre mon emploi. Si je rentrais pas en Chine, et vu qu'encore aujourd'hui c'est impossible de rentrer, je perdais mon emploi quoi qu'il arrive. Mhm. Donc, tu étais prêt à prendre le risque. Je peux pas dire que c'était un risque. Je pense que si j'étais resté à rien faire en disant bon, on va attendre que ça se passe, là je pense que je prenais un risque. Et dans ma vie, je j'aime pas subir, donc je préfère mettre les choses en avant pour essayer de contrôler la situation. Ouais. Et du coup, ta femme chinoise, qui parle pas le français, t'a rejoint au Croisic. Comment ça s'est passé pour elle? Bah, elle m'a rejoint, donc ils sont arrivés tous les deux, ils sont arrivés fin août. Et je les ai récupérés à l'aéroport de Paris. On est resté une journée tranquille, qui se repose, et après on est descendu au Croisic. Bah, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Donc elle a commencé à travailler dans le restaurant il y a 2 semaines déjà. Qu'est-ce qu'elle pense de la vie ici? Qu'est-ce qu'elle te dit? Bah, pour l'instant c'est tout frais, donc quand c'est tout frais ça va. Donc elle attend de voir. Voilà, en ce moment, c'est un petit peu plus dur pour elle parce que en ce moment-là, bah, surtout aujourd'hui, c'est le 1er octobre et donc c'est les vacances chinoises, on va dire officielles chinoises où toute la famille se rencontre. Donc là, c'est un peu dur aujourd'hui pour elle. Donc voilà, puisque normalement, elle devrait être avec sa famille. Vraiment dans son intégration. Et puis elle a commencé à faire ses premiers cours en français. Ah. Si c'était à refaire tout ça, si tu pouvais d'un coup de baguette magique changer le cours de l'histoire, qu'est-ce que tu ferais? Euh, je pense que je ferais la même chose.
faut jamais revenir en arrière. C'est à un moment on prend une décision, il faut l'accepter et puis y aller, quoi. C'est, que l'avenir me dira si j'ai pris la bonne décision ou pas, mais j'ai pas de regrets sur mon choix. Et puis si ça marche pas comme il faut, ben, il faudra réfléchir à autre chose et puis se relancer. Donc le Covid, pour toi, ça a plutôt été Bah, ça, finalement une bonne chose? ça a été une opportunité, on va dire, de se poser les bonnes questions. Le problème, c'est qu'on ne prend jamais le temps de se poser les bonnes questions. Et c'était quoi les questions que tu te posais? Bah, justement, sur ma vie, parce que il y avait surtout côté familial, vu que la semaine, j'étais pas à la maison puisque je devais je devais dormir à l'hôtel puisque mon travail était assez loin de Shanghai. Vu que les week-ends, en plus, j'étais super pris avec les soirées, donc c'est que je voyais plus ma famille. Et c'est pas ce que je souhaitais en refaisant une deuxième famille. Donc, je voulais un peu éviter les erreurs de la première et je me suis dit, je suis en train de faire exactement les mêmes erreurs que la première. Et justement, ça m'a permis de réfléchir aussi en disant, c'est pas la bonne direction si je veux privilégier ma famille par rapport au Hmm. loisir et au travail. Donc voilà, donc c'était surtout une réflexion sur ce point-là, comment améliorer ce point-là. Et donc voilà, donc je me suis dit, la restauration, je sais que ça prend, enfin tout ce qui est commerce, ça prend beaucoup de temps. Mais là, tous les matins, bah, c'est moi comme je me lève de bonne heure, je prépare mon loulou et je l'emmène à l'école. Donc déjà, c'est super cool. Donc voilà, donc j'arrive à avoir un peu plus de temps qu'avant. Alors que avant, j'avais même pas, je l'ai jamais emmené à l'école sur Shanghai. Je crois que j'ai dû l'emmener la première fois à la rentrée. Et puis voilà, j'ai dû prendre un jour pour ça. Alors que là, vu que on commence vers 10 heures, donc j'ai le temps de l'emmener tranquillement à l'école et profiter de lui le matin. Si c'était à refaire, tu le referais. Oui, parce qu'il y a toujours dans le changement de direction, on gagne quelque chose et on perd quelque chose. Après, c'est quelle est la priorité qu'on met, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Quel conseil donnerais-tu à des gens qui aujourd'hui se posent des questions de réflexion, de changement de vie? Le conseil, à un moment, c'est arrêter de penser et il faut y aller parce que un peu notre grand problème on va dire de ce nouveau monde, c'est que il y a beaucoup de gens qui s'auto-limitent et qui se bloquent par eux-mêmes à pas aller de l'avant. Je pense qu'à un moment, faut arrêter de se poser des questions et puis dire, faut y aller quand on y va et puis en espérant que ça passe, quoi. Après, bien sûr, faut pas faire n'importe quoi, mais en faisant une balance et tout sur la vie actuelle, la nouvelle vie possible, pour faire la balance et puis si à un moment dans la balance, vous trouvez que c'est la direction, bah, il faut y aller, quoi. À un moment, faut prendre la décision d'y aller. Tu crois pas que changer de vie, comme tu l'as fait, c'est aussi risqué pour des gens qui ont, un mal-être dans leur vie actuelle et qui pensent que ce changement radical va être une solution? Ils risquent pas de créer un plus gros problème que s'ils cherchent pas à résoudre le problème existant à la base? Bah, le problème, il faut connaître le mal-être. Bien sûr, si on quitte de vie sans connaître le mal-être, bien sûr, ça va jouer à l'échec. Quand on connaît le mal-être, après, c'est plus facile, hein. Moi, je sais que mon mal-être, c'est que je voyais plus ma famille. Et ça, je prenais dur, je prenais vraiment dur. Mmh. Et quand j'ai vraiment été séparé d'eux là pendant plus de 7 mois, et je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, hein? Ma carrière, ma musique ou être avec ma famille. Ouais. Tu gagnais combien, en Chine? Donc en Chine, je gagnais plus de remis ça en euros, pratiquement net, ça devait revenir à plus de 10 000 euros par mois. D'accord, et aujourd'hui au restaurant? Ah, bah là, je pense que j'ai perdu plus de 60% sur mon salaire. Après, tout dépend des chiffres que je vais faire. Mais pour l'instant, oui, j'ai perdu énormément. Mais, j'ai perdu, mais bon, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est l'école, c'est pas le même prix. Ici, je paye pas l'école.
En Chine, pour mon fils, l'année dernière, en petite section, j'ai quand même payé 17 000 euros. Donc voilà, pour en plus être Mhm. 5 mois à l'appartement en lockdown. Donc voilà, donc la sécurité sociale, donc comme il n'y en a pas, il faut prendre des mutuelles. Donc pareil, ça vaut une fortune. Donc en mettant tout à zéro, en prenant tous les frais et tout, j'arrivais pratiquement à peu près au même niveau. Donc c'est pas vraiment une perte de pouvoir d'achat, on va dire. Pas de salaire, mais de Ouais, pouvoir ouais, d'achat, ouais. puisque à la fin, euh, la Chine, à la fin, ça devenait vraiment très, très, très cher. Hmm. Et dis-moi, tu continues à mixer, à jouer dans les clubs, à produire la musique? Alors, mixer, non, malheureusement, puisque tous les clubs sont fermés en France. Les bars, pareil. Mais bon, j'avoue que ça me manque. Donc, je pense que dès que tout ira mieux, j'essaierai de reprendre mes contacts et puis essayer de jouer. Après, j'essaierai d'avoir un truc une fois par mois, ou pas plus, quoi, vraiment juste pour le plaisir. Mais la production, oui, je continue. Pour ça, je peux faire ça à la maison. Donc là, j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait 2 productions, une qui est terminée, et là, on est en train de faire la release. Et là, une qui est en cours, où je travaille avec un autre producteur. J'ai d'autres sujets aussi avec une chanteuse canadienne. On a déjà fait 2 tracks ensemble, mais il faut qu'on travaille sur le troisième. Actuellement, je travaille avec 3 labels. J'ai le mien, Taishi Records. J'ai un label français, Antrix Reborn Records. Et puis là, le nouveau label avec qui je travaille, Gasoline Records, et qui me donne l'opportunité en plus euh, bah, de, de m'exporter encore plus, puisque c'est un plus gros label. Et donc, en plus, régulièrement, je passe sur les podcasts de Ibiza Radio. Donc voilà, donc Et tu mixes, c'est ça? ouais, C'est ton son c'est qui... ça, je mixe. Bon, après, en ce moment, il y a plus de déplacements, mais on fait ça par streaming, on va dire. Et puis voilà. Et ça te rapporte? Non, du tout. La musique, c'est vraiment pour le plaisir. Le plaisir, d'abord, la, la vente, c'est pas ce qui va rapporter le plus. Vu que maintenant tout est en streaming, ça ne rapporte pas grand-chose. Et ça me rapportait, oui, quand j'étais en Chine à faire des soirées, parce que ça, oui, ça rapporte. Voilà, mais bon, je cherchais pas à gagner beaucoup avec la musique, juste que ça pouvait Hmm. payer mon matériel et tout, et que ça n'impactait pas sur le budget pour la famille. Voilà. Ok, ok. On arrive à la fin de cet entretien et lorsque je le fais en anglais pour Back in America, la question porte sur les États-Unis. On le fait en français, t'es en France. Ça représente quoi la France pour toi? La France, on va dire, c'est mon pays de naissance. Après, j'étais un peu détaché de mon pays, mais ce que je peux dire, hein, c'est que c'est un privilège d'être né en France. Et ça, on se rend compte de ce privilège quand on va à l'étranger. Quand on est né français, on n'a pas à se poser la question si on est malade ou si on est blessé. Vous allez dans un hôpital, on va vous accueillir, on va vous soigner. À l'étranger, on va vous demander votre carte bleue. Euh, voilà. Puis à l'étranger, vous pouvez être viré du jour au lendemain, sans préavis, sans droit et tout. Donc, vous pouvez perdre tout du jour au lendemain. En France, il n'y a pas ça. Donc, je voyais souvent par les informations les Français qui étaient mécontents du régime et tout où ils sont, mais ils devraient être contents parce qu'on est, on est quand même ultra protégés et bien privilégiés, surtout avec la sécurité sociale et tout. Donc, voilà, et je pense que c'est un beau cadeau d'être né français. Très bien. Et là, tu es dans une belle petite ville pour en profiter. En plus, oui, la ville est sympa, les gens sont assez accueillants. Voilà. Puis,
Bon, l'hiver arrive au Croisic, ça va être un peu dur. Tu vas garder le restaurant ouvert? Oui, bah, bien sûr, on va rester ouvert 24 heures, pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7. J'ai pas mal de choses à faire, un peu de travaux, un peu de rénovation. Donc on va en profiter d'être ouvert et puis de continuer à travailler sur le restaurant. Là, on travaille avec le chef sur des nouveaux menus et tout ça. Donc voilà, c'est assez intéressant. Très bien. Bon, bah, Thierry Sauvage, merci beaucoup. De rien. Bravo pour ton changement de vie. Merci à toi pour Et l'invitation. bon courage avec le restaurant La Bigoudine au Croisic, en Loire-Atlantique, terminus de la ligne Montparnasse, le Croisic. Tout à fait. Au revoir et Merci. encore une fois, bravo. Merci, au revoir. Si vous avez aimé cet entretien, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à Back in America pour être averti de la diffusion de nouveaux épisodes.